Bienvenue à tous. Alors je laisse la petite centaine de personnes connectées nous rejoindre l'audio avant de démarrer. Bonjour à tous, bienvenue à cette masterclass. Donc installez-vous confortablement, on est ensemble pour une petite heure. Voilà, alors merci à tous d'être présents pour cette masterclass. Donc le principe de la masterclass, c'est de repousser les murs de la salle des profs, et autant dire que là on les repousse bel et bien puisqu'on est plus de 100 enseignants connectés. Vous venez probablement de partout en France, voire ailleurs, et l'idée donc de cette masterclass, c'est d'échanger ensemble sur vos pratiques pédagogiques en classe. Vous étiez à peu près 400 enseignants inscrits, là vous êtes déjà plus de 120, donc voilà, on attend du monde. Cet événement, il est organisé par ONE, le réseau social éducatif des écoles, en partenariat avec les éditions Bayard Éducation, la plateforme ludo-éducative Bayam et l'association AGEM. Donc, je suis Margot, je travaille pour le réseau social éducatif ONE et je remercie chaleureusement nos 3 partenaires d'avoir permis d'organiser ce moment. Donc, en cette veille de journée internationale de la philosophie, on avait envie de parler de cette discipline et de sa place en maternelle. Et pour nous plonger dans l'ambiance, on va tout de suite écouter quelques paroles d'enfants. À votre avis, c'est quoi avoir peur? Et moi j'ai peur quand il fait tout noir dans ma maison. Par exemple, on peut avoir peur des monstres. Aussi, être peur en grimper très haut aux arbres. Le peur, c'est quand on est toute seule et tout noir, il n'y a pas de parents. Moi, j'ai pas peur souvent. Les parents, ils ont peur des tueurs et aussi ils ont peur quand un bateau se noie. Parce que quand un bateau se noie et des personnes y sont vivantes, ils peuvent mourir. Les adultes peuvent aussi avoir peur des terroristes. Moi, j'ai peur qu'ils font encore la guerre en Ukraine, que la Russie vienne attaquer l'Ukraine. Bah oui, parce qu'il peut y avoir des gens morts à cause de la guerre. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait donc d'un atelier philo qui a été organisé il y a une dizaine de mois à l'école française de Kiev en Ukraine. Donc il y a une dizaine de mois, c'était vraiment quelques semaines avant le début de la guerre. Donc on pense fort à eux et ça vous illustre bien ce que peut donner du coup un atelier philo en maternelle. Je vais d'ailleurs vous mettre, si ça vous intéresse, dans le chat tout de suite, le lien de cette vidéo. Si vous souhaitez voir, il y a plusieurs sur YouTube, il y a plusieurs enregistrements de cette école à Kiev. Donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est très intéressant. Donc peut-être que je peux aussi vous retourner la question à vous, l'enseignant au début de la vidéo posait la question à ses élèves et vous, de quoi vous avez peur? Alors c'est peut-être d'organiser justement un atelier philo dans votre classe de maternelle. Il y a des outils qui existent pour se lancer. Je ne sais pas si vous connaissez, alors si je partage mon écran pour leur donner un visage, Chonchon, Mina, Raoul et Plume, qui sont les 4 personnages de la collection Les Petits Philosophes. Ils sont présents dans 5 livres qui sont publiés chez Bayard Éducation. Ils sont également présents dans un dessin animé et des jeux interactifs qui sont disponibles sur Bayam. Et ils se posent, comme les enfants, des grandes questions. Alors entre autres, ça peut être c'est quoi un cadeau, qu'est-ce qui est beau, pourquoi on n'est pas toujours d'accord, qu'est-ce qui fait peur, c'est quoi être amoureux, enfin toutes ces questions existentielles que les enfants se posent. Et nos 3 invités d'ailleurs sont bien placés pour témoigner de l'utilité de cet outil-là. Pour parler aujourd'hui de la philosophie en maternelle, on accueille 3 invités. On a d'abord avec nous Jean-Charles Petier. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Alors Jean-Charles, toi tu es ancien instituteur et ancien instituteur spécialisé pour des enfants qui sont en grande difficulté scolaire, c'est ton historique. Tu es aussi professeur de philosophie et formateur à l'INSPE de Créteil.
Et pour le coup, ton lien avec les petits philosophes, c'est que tu es conseiller philosophique de la collection et tu as un long passif d'intervention en classe, c'est ça? Tout à fait. Oui, oui, ça fait une trentaine d'années que je fais des interventions, que je travaille sur cette question. Voilà. Ok. Oui, donc une bonne expérience. Et à tes côtés, nous avons Claire Nassier et Geneviève Champarneau. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes toutes les deux du coup enseignantes en maternelle. Alors si je me trompe pas, Claire, pour toi, ce sont des grandes sections et des moyennes sections, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Et pour toi, Geneviève, ce sont des grandes sections? Non, des moyennes sections. Des moyennes sections, ok. Voilà, la rectification est faite. Et donc, vous êtes toutes les deux donc enseignantes en Dordogne, dans des milieux, d'ailleurs c'est important de le rappeler, dans des milieux très différents chacune. Claire, toi tu es plutôt dans un contexte urbain, dans une école qu'on appelle politique de la ville, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il y a une certaine vigilance particulière de la mairie sur cette école, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Ok. Et toi, pour le coup, Geneviève, c'est une école en milieu rural. Ah oui, complètement, oui. Ok. Et vous avez la particularité, toutes les deux, de vous être lancées il y a à peu près un an dans des ateliers philo avec votre classe, guidés, accompagnés par Jean-Charles. Oui. Donc merci à tous les trois d'être présents. L'idée de cette masterclass, donc du coup, c'est vraiment de donner à nos participants des astuces très concrètes pour ceux qui voudraient se lancer et puis répondre aussi aux questions des autres. Donc pour vous, la philosophie, c'est déjà une réalité. Je suis intéressée de savoir ce qu'il en est de nos participants. Donc pour ça, on va lancer un petit sondage qui va vous permettre de participer. Et la question, c'est normalement qui s'affiche sur vos écrans. La philosophie en classe, vous en êtes où? Est-ce que vous vous êtes déjà lancé? Est-ce que vous avez essayé une fois mais vous avez arrêté? Ou est-ce que vous êtes des adeptes, vous pratiquez souvent? Là, on est en train de vous laisser quelques secondes pour répondre avant d'afficher le sondage. Ça a l'air de se... Alors, on a à peu près 100 réponses. Je vais mettre fin au sondage pour l'afficher. Donc, on a une majorité de personnes qui, pour l'instant, ne se sont pas lancées, mais on a quand même 34% qui ont déjà essayé une fois et 17% qui sont des adeptes, qui sont férus de philosophie dans leur classe. Donc, d'ailleurs, ça m'intéresse, si jamais dans le chat, il y en a qui veulent réagir pour ceux qui ne se sont jamais lancés, quels sont pour le moment les freins qui vous empêchent de vous lancer. Et pour ceux qui l'ont déjà fait une fois, quelles ont été les difficultés que vous rencontrez? On va récupérer vos réactions pour tout à l'heure. Ça nous intéresse. Alors, pendant que les premières réactions viennent dans le chat, moi, j'ai une première question pour Claire et Geneviève. Qu'est-ce qui, il y a un an, quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui vous a motivé l'une et l'autre à vous lancer en philo, en maternelle? Il y en a une des deux qui veut réagir en premier. En fait, c'était deux... Nous n'avions pas les mêmes objectifs au début. En ce qui me concerne, moi, dans ma classe, j'avais constaté, du fait de l'évolution des enfants, que les enfants avaient maintenant du mal à accepter l'autre, à accepter le vivre ensemble, et la frustration, ça devenait compliqué. Et donc, je me suis dit, j'essaie les ateliers philo pour voir si justement pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, si ça pourrait pas arranger les choses. Ok, donc plutôt des problèmes relationnels. Et pour toi, Claire, c'était pas exactement le même point de démarrage. Qu'est-ce qui t'a motivé au départ? C'était plutôt déjà développer le langage, parce que c'était des difficultés que j'ai rencontrées en classe, exprimer les émotions. Alors même s'il y avait aussi du conflit dans la classe, mais ce n'était pas la motivation principale. Et aussi par rapport au contexte à l'extérieur de l'école où on a tendance à un peu se replier les uns sur les autres et à être moins dans l'acceptation de l'autre. Donc c'était plus par rapport à ça. Il y a eu l'assassinat de Samuel Paty qui a beaucoup réveillé tout le monde et qui a fait débat beaucoup.
notamment à les parents en plus, qui parlent à l'extérieur de l'école. Voilà. C'était un besoin de s'ouvrir aux autres, et à la différence, quoi. Voilà. Ok, très bien. Toi, ta vision, Jean-Charles, parce qu'évidemment, quand on pense philo, on pense terminale, baccalauréat et choses comme ça. Qu'est-ce que, selon toi, ça peut apporter en 2-3 minutes, comme ça, nous donner une vision de ce que toi, ça te semble apporter pour des élèves de maternelle, la philosophie? Alors, il faut se souvenir que la maternelle, elle s'inscrit dans la logique de l'école, hein. Et donc, à ce titre-là, ce type d'activité rejoint les grandes finalités de l'école, hein. Et peut-être que la première, ça serait d'éduquer à la liberté, hein. Et cette éducation à la liberté, parce que l'homme est un être libre, enfin l'humain est libre, hein, mais ça s'éduque. Donc, on va apprendre à éduquer ça. Derrière cette perspective éthique, il y a une perspective politique, une perspective d'un idéal politique qui est celui de la démocratie. Et les démocraties contemporaines, ce qu'elles cherchent à faire, c'est à préserver la diversité des options, des convictions, et à faire qu'on puisse vivre ensemble. Alors cette diversité, en même temps, s'articule à quelque chose qui est le bien commun. Et ce bien commun, c'est une des caractéristiques de la République. Voilà, donc on a cette grande perspective d'abord, hein, on va leur apprendre ça très progressivement. Grâce à ces ateliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer petit à petit à développer leur esprit critique, hein, c'est-à-dire non pas un esprit qui critique tout et n'importe quoi et de n'importe quelle façon, mais qui construit sa critique, qui raisonne, hein, qui réfléchit. Derrière ça, ils vont apprendre à se socialiser, évidemment, puisqu'ils vont échanger avec les autres, identifier que les autres peuvent être différents d'eux. Et tout ça, ils vont le faire par le biais d'un certain rapport à la langue. Et ça va être extrêmement important parce que finalement, ces enfants qui arrivent à l'école maternelle ont un rapport à la langue très différent qui est marqué par leur milieu familial, évidemment, leur milieu social. Et l'école leur donne la chance de pouvoir finalement échanger ensemble, saisir que les autres sont différents et avoir des pratiques de langage de qualité et qui les amènent, comme disait Geneviève, à la complexité. Donc ça, c'est quelque chose qui va être... non, c'est Claire qui disait que ça allait les amener à la complexité. Ça va être quelque chose d'important, hein, parce que finalement, on est en train de créer une classe, mais derrière ça, une société dans laquelle on admet la diversité et on pense avec complexité. Et ça, c'est le sens même de la démocratie aussi, hein, d'avoir une éducation à la complexité, comme le disait Edgar Morin, par exemple. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est bien de replacer ça dans les enjeux généraux de l'école. Bon, après, comme on le disait au début, pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, on peut rencontrer certaines difficultés. Donc là, pour vous donner quelques exemples dans le chat qui nous sont communiqués, en termes de difficultés, on voit le temps qui manque, ne pas savoir comment s'y prendre et comment faire, des classes avec des effectifs importants et qui mêlent à la fois des tout petits, des moyens. Voilà, des classes à triple niveau. On dit beaucoup qu'il y a des difficultés à faire émerger du coup la réflexion chez les enfants. Et puis souvent l'impression de tourner alors il y a par exemple un témoignage, j'ai l'impression de tourner en rond avec les réponses des enfants, des difficultés à relancer. Voilà, bon, bah, c'est passionnant parce que c'est justement tout ce qu'on va voir dans la seconde partie des difficultés. Pour le coup, Claire et Geneviève, moi, ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé la toute première séance. Je crois que du côté de Geneviève, les élèves étaient un peu perturbés, c'est ça, au démarrage? Ah oui, oui, la première fois, ils m'ont regardé avec des grands yeux, mais c'était le vide. Qu'est-ce qu'attend maîtresse? Mais qu'est-ce qu'elle demande aujourd'hui? Et cette année, lorsque j'ai recommencé, ben, ça a été un peu la même chose avec des élèves nouveaux et ils ne comprenaient pas ce que j'attendais, quoi. Voilà. Qui changent de ce qu'on attend d'eux, peut-être en temps normal, c'est ça, dans la façon d'aborder les choses? Oui, oui, oui. Et bah, c'est le vide, quoi. Ça va revenir, ça va venir petit à petit, puisque c'est une nouvelle classe, mais au début, c'est le grand vide. Et on est seul face à eux. Donc là, on patauge un petit peu au début. Voilà. Ok. Pour toi, Claire, ça a été facile?
la première séance? Non. Pareil, j'avais l'impression de tourner en rond. En fait. Il y avait des idées qui étaient partagées, mais j'avais du mal à faire le débat et à gérer la séance de manière à ce que tout le monde parle et que ça soit un peu enrichissant pour tout le monde. Donc, effectivement, je ne sais plus qui disait sur le chat qu'on tournait en rond. Ouais, moi, j'avais complètement cette sensation-là au début. Et je l'ai encore eu plusieurs fois dans l'année. Hein. Enfin, ça arrive régulièrement. Comment Ça faire? revient. Du coup, oui, c'est intéressant de voir qu'au démarrage, il peut y avoir des difficultés à dépasser. Et du coup, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette partie, donc qui est plutôt autour de comment on se lance. À travers des questions très pratiques, on va commencer par la première. Jean-Charles, selon toi, où est-ce que ça doit se passer cet atelier philo? Est-ce qu'il y a un cadre, un contexte particulier qu'il faut mettre en place? Alors, il faut d'abord, il faut penser que nos enfants, il faut qu'ils soient à l'aise au moment de réfléchir. C'est-à-dire que ce qui nous coince le plus souvent, c'est d'abord que des enfants soient par exemple assis par terre, donc au bout d'un moment, ils en ont marre, hein, tout simplement, donc ils bougent et on se dit ça les intéresse pas, alors que tout simplement, ils étaient pas bien assis. Hein. En général, on va se mettre en cercle, hein, si possible, si on a une classe qui le permet, dans un endroit plutôt confortable. Parce que ce qui serait bien, c'est qu'ils aient déjà un contexte qui leur fait ressentir quelque chose qui est agréable. Hein. Et puis, il va falloir penser que c'est une activité comme les autres à l'école maternelle, au sens où finalement, il ne faut pas perdre ses points de repère habituels, son bon sens d'enseignant. Hein. Et par exemple, ne pas se dire, j'arrive pas à les faire réfléchir pendant 1 heure, non, parce qu'ils sont tout petits, ils sont minuscules. Donc, comme pour les autres activités, ils ne peuvent pas avoir comme ça un temps de concentration qui serait d'1 heure, comme par miracle. Non, non, non. Gardons nos points de repère habituels. Il faut du temps pour apprendre. Il faut des habitudes. Donc tout ça, gardons-le. Hein. Et voilà, hein, ça serait la première idée que je voudrais dire. Voilà. Il y a une question il y a une question qui a été posée au moment de l'inscription. Frédéric nous avait demandé comment faire en sorte justement d'éviter que les élèves, en tout cas elle avait eu une expérience où ses élèves n'arrêtaient pas de bouger. Est-ce que ça, il y a quelque chose qui, je ne sais pas si Claire et Geneviève, vous avez eu ce problème-là? Est-ce que c'est justement une question de durée, une question de contexte? Alors, vas-y Claire, si tu veux. Il y a la durée, forcément, plus c'est long, plus il bouge. Et après, effectivement, il y en a qui vont se sentir plus cadrés sur une chaise, d'autres par terre. Après, ça dépend des classes. Oui, et c'est vraiment un problème, trouver l'espace de la classe où on peut être assez tranquille pour pouvoir échanger, surtout lorsqu'on utilise les vidéos des petits philosophes, hein, pouvoir que ça n'interfère pas trop avec l'autre groupe classe. Tout dépend de l'organisation de classe, en fait. Voilà, parce que Claire ne fonctionnait pas comme moi. Bon, on va le voir un petit peu plus tard. Oui, on verra sur l'organisation. Il y avait une autre question aussi, je prends une question de Léa. Est-ce qu'il y a un moment qui est plus propice ou pas dans la journée pour pouvoir mener ce type d'atelier? Ça, j'imagine que c'est un peu ce que tu disais, Jean-Charles, c'est en fonction des habitudes et de ce qu'on connaît des élèves, c'est ça? Il y a des moments où ça ne concerne pas que les activités à visée philosophique, ce que je vais dire. Hein. Il y a des moments de la journée où un enfant il est plus à même d'être attentif et d'autres moments où il est fatigué, comme normalement. Et là, l'école maternelle, elle doit être très centrée sur l'enfant finalement. Donc cet enfant, je vais me dire, à la limite, j'aurais pu prévoir qu'on allait faire un échange à visée philosophique comme ça à 11h, et puis à 11h, je vois qu'ils bougent, ils sont pas. Alors je vais pas les forcer. Qu'est-ce que je ne peux pas les taper, hein, bon, je plaisante là. Hein. Donc, eh bien, je me rends compte qu'on ne passe pas en force face à une classe de toute façon. Donc, il va falloir que je m'adapte aussi à ce type de situation. Habituellement, ils fonctionnent très bien à cette heure-là, et puis là, ils sont fatigués, donc on ne fera pas ça.
Voilà. Et puis sur le fait qu'ils bougent, vous savez qu'on s'est rendu compte, les études nous montrent que des enfants que parfois on laisse bouger, évidemment, dans une classe, finalement, ils sont beaucoup plus attentifs par ailleurs, ils apprennent bien mieux. Donc ça, il faut y penser aussi. Hein, et parfois, ils ont peut-être besoin de bouger un petit peu, ben, ils auront besoin de bouger un petit peu, et puis après, on va se rasseoir parce que les jambes ont besoin que le sang circule aussi, hein, et il y a des enfants qui ont besoin de ça, tout simplement. Donc, voilà, à nouveau, gardons notre bon sens habituel de praticien de la maternelle. Hein, voilà, hein. C'est pas parce qu'on est dans des activités philo que d'un seul coup, tout change. Ok. Est-ce qu'il y a des rituels que vous avez mis en place autour de ce moment philo, Claire et Geneviève? Alors oui, moi, du fait de mon organisation, je prends une plage d'atelier avec une petite classe, d'une petite partie de la classe. Et lorsqu'on commence l'atelier philo, on allume une petite bougie. Alors c'est une petite bougie électrique, hein, et c'est simplement pour permettre de se rappeler les règles et de prendre conscience qu'on est vraiment dans le moment d'atelier philo. Et à ce moment-là, on rappelle un petit peu le règlement qu'on a mis en place, à savoir, qui sont des règles habituelles, mais que là, on met vraiment, on y fait très attention, à savoir lever le doigt, écouter les autres. On a le droit de parler, on a le droit d'exprimer, on a le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord, toute une sorte, enfin, des petites règles comme ça qu'on met en place. Voilà. Ne pas se moquer, c'est ça? Oui, voilà. Peu à peu, c'est pour quand même apprendre à entendre la pensée de l'autre, commencer par l'entendre et ensuite l'accepter. Voilà. Dans le chat, je vois que Karine nous dit qu'elle utilise un bâton de parole. Je ne sais pas si c'était ton cas, Claire. Est-ce que Geneviève, Claire, vous utilisez le bâton de parole? Non, moi pas du tout, car moi j'avais essayé, mais je trouve que c'est compliqué à gérer parce que, alors moi, c'est peut-être inhérent à mon organisation parce que je prends la classe en entier. Je ne fais pas un petit atelier comme Geneviève et du coup, faire circuler le bâton, ça coupe la spontanéité des échanges. Et du coup, même si ça parle à quel moment, je trouvais qu'on perdait en richesse d'échange parce qu'ils oublient leurs idées. Leur idée, des fois, si le temps que le bâton arrive, c'est trop tard. Ils n'ont plus leur idée en tête. Quoi. Donc, j'ai arrêté le bâton. Mais après, je sais que ça se fait. Moi, j'utilise le bâton. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, Karine. Bah, du coup, oui bonjour. Bonjour. Donc, moi, j'utilise le bâton de parole et moi, je trouve que les enfants s'écoutent peut-être plus. Enfin, c'est vrai que parfois, ils sont en train de regarder où est le bâton de parole, donc ça peut un peu distraire certains. Mais quand ils l'ont dans les mains, il y en a certains qui prennent quelques secondes avant de parler et qui réfléchissent, qui remettent un petit peu, on a l'impression, les mots dans l'ordre ou leur pensée en ordre. Et là, ils s'expriment. Et puis ensuite, après, ils le passent. Et je trouve que c'est intéressant. Sinon, moi, je fais exactement de la même façon avec la petite bougie. Enfin, c'est pas moi qui le fais puisque c'est une maîtresse spécialisée du RAZ qui vient prendre tous mes élèves. Donc, on est tous ensemble. On est très nombreux parce que c'est toute la classe. Et on est je prends également 4 moyens de ma collègue. Donc, on est à peu près, il y a 25 enfants, 25-26 enfants, plus mon ATSEM, la personne donc du réseau d'aide et moi, et parfois une stagiaire qui est là. Donc, on est très nombreux, on intervient également, on est tous en cercle et voilà. Et les enfants bougent, évidemment, oui, ça c'est sûr, c'est des moyens grands, mais ils bougent. Mais bon, voilà, moi je me mets à côté de ceux qui bougent le plus pour essayer de leur mettre une petite main sur l'épaule ou pour essayer de les canaliser, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Alors, je ne sais pas ce qui s'était dit avant, parce que je suis arrivée un petit peu tard. Moi, ce qui est donné, c'est un mot. Et c'est vrai qu'au début, on rappelle toujours toutes les règles, la façon dont ça va se passer. Et c'est les enfants maintenant qui les rappellent. Et ils sont à même de le faire, parce que ça fait à peu près, ça doit être la 6e séance que nous avons faite hier. Et voilà. Donc, ok. On va voir après, ça sera intéressant d'avoir aussi, si jamais vous souhaitez réagir dans le chat sur partager vos impressions, on verra tout à l'heure comment débuter un moment.
Je prends une autre question dans le chat. Il y a Delphine qui demande du coup si on a une idée idéale du coup de durée à donner pour des moyennes sections. Ce qu'on disait tout à l'heure, il faut s'adapter un peu au moment, mais est-ce qu'il y a une durée un peu modèle? En général, on dit en cycle 1, une activité, ça dure une quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes. En cycle 2, ça dure 25 à 30 minutes. En cycle 3, 45-50 minutes. Bon, voilà. En gros, on va dire. Alors, ça veut dire que ça nous donne des points de repère. C'est qu'un enfant, et surtout quand ils vont débuter cette activité, comme je le disais tout à l'heure, ça ne pourra pas être 1 heure et ça va être de cet ordre-là. Les collègues me démentiront peut-être, mais enfin, bon, ça va être souvent de cet ordre-là, un quart d'heure, 20 minutes, et peut-être moins, on pourrait imaginer que ça dure moins. Maintenant, lorsque je dis ça, j'ai vu Pascaline Dogliani, qui est l'institutrice qu'on voit dans Ce n'est qu'un début, le film qui avait été fait sur les pratiques en maternelle. Eh bien, moi, je l'ai vu animé et ça avait duré 1h15. Donc, c'est pour dire, et les enfants étaient sur le sujet, mais ce n'était pas la première fois, ça faisait longtemps qu'ils pratiquaient, et puis c'était une excellente institutrice, et voilà. Donc, mais on va dire sur notre point de repère, gardons le point de repère habituel qui est voilà celui-là, un quart d'heure, 20 minutes, bon voilà. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, pas forcément en lien avec le contexte, la durée ou les rituels, mais on a une question qui est revenue souvent dans le chat, parce que là on parlait de moyenne section, de grande section aussi avec les classes de Claire et de Geneviève. Est-ce qu'on peut envisager de faire ça avec des petites sections ou pas? Tout dépend de ce qu'on attend. En fait, lorsque j'ai débuté les ateliers philo, je voulais avoir quelque chose de vraiment où ils exprimaient vraiment leurs pensées. Et j'étais vraiment déçue parce que je n'arrivais pas à ça. Et heureusement, j'ai eu l'intervention et les échanges avec Jean-Charles qui m'a permis de prendre conscience que, en fait, on ne pouvait pas aller jusque-là. Alors peut-être, Jean-Charles, tu peux compléter. Oui, alors moi sur les petites sections, d'abord, moi j'ai jamais fait sur les petites sections parce que c'est trop compliqué pour moi. Ben, voilà, j'y arrive pas, j'ai mes limites d'enseignant et là je ne savais pas. Moi j'ai toujours fait à partir de la moyenne section. Ceci dit, j'ai de mes étudiants qui ont effectivement essayé. Mais je trouve que la remarque de Geneviève, elle est tout à fait excellente, c'est-à-dire de dire, mais tout dépend de ce qu'on attend finalement. On va déjà essayer que les enfants commencent à s'exprimer un petit peu. Alors on dira, oui, mais ça, c'est pas encore de la philo, etc. Bien sûr, on sera sur des sujets qui touchent à la philosophie, mais on va déjà leur permettre de se rassurer par rapport à la parole, de parler un tout petit peu, de s'habituer à pouvoir parler. Ils n'ont pas tous le même genre de maîtrise. Donc, à mon avis, on peut commencer certains éléments, mais il faut bien avoir en tête qu'on ne va pas avoir des enfants en train de débattre et de chercher à se convaincre à travers une argumentation construite. On n'est pas là-dedans. Ils sont minuscules. Donc, voilà, ils vont commencer à pouvoir parler un petit peu de sujets. Mais voilà, n'attendons pas un échange construit, etc. en petite section de maternelle. Ils sont beaucoup, beaucoup trop petits. Voilà. Ok. Je vois que dans le chat, il y a pas mal de questions sur le contenu. On va y arriver dans une petite minute, juste avant de passer au contenu. Sur les questions d'organisation, alors pour le coup, je crois que Claire et Geneviève, vous êtes arrivés finalement à 2 modèles d'organisation assez différents. Pour l'une en classe entière, pour l'autre en petit groupe. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été, vous, votre ressenti? Je crois que pour le coup, toi, Geneviève, tu avais tenté la classe entière et puis finalement, tu as fait le choix du petit groupe. Pourquoi? Parce que, en fait, tout ce dont vous aviez parlé avant, c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est-à-dire les enfants qui bougeaient, qui ne s'écoutaient pas entre eux. Pour moi, c'était compliqué. Donc, j'ai tenté de réserver une plage je fais des ateliers dans ma classe. Et sur ma 2e plage d'atelier, en fait, je la réserve à un moment d'atelier philo.
je fais des groupes qui tournent. Donc le lundi, j'ai un groupe, le mardi, un autre groupe, le mercredi, un autre groupe. Et le vendredi, eh ben, on essaie d'échanger sur tout ce qu'on a vu et ensemble. Voilà. Alors le matin, on a le moment d'atelier. Et l'après-midi, on essaie de faire un retour. Mais c'est court, hein, ce retour quand même, sur ce qu'on a dit le matin. Et ils essaient de représenter à ce moment-là ceux qui eu l'idée qu'ils ont voulu exprimer. Voilà. Donc ça permet de faire la trace mémoire. On verra à la fin justement quelques exemples de traces mémoire. Et toi, pour le coup, ça illustre bien le fait qu'aussi il faut faire, comme tu disais, Jean-Charles, en fonction de ce qui nous semble le plus confortable. Toi, Claire, pour le coup, tu as fait le choix de la classe entière. Oui, moi j'ai fait le choix de la classe entière parce que... Alors on t'entend plus, je ne sais pas si c'est que de mon côté. Vous m'entendez? Là, oui. Ouais, je pense qu'il faut que tu te rapproches un peu plus de ton micro pour qu'on t'entende. Ouais. Alors oui, moi j'ai fait le choix de la classe entière pour des raisons purement pratiques. J'en avais que 8. Ça coupe un peu, il y a des moments d'interférence. C'est les joies de la vidéoconférence. C'est pour ça que j'ai choisi la classe entière, pareil avec le rituel de la bougie, mais ça a quand même fonctionné. Ils se sont quand même écoutés petit à petit malgré la taille du groupe. Et voilà, je trouvais ça intéressant que tout le monde vive la même chose en même temps. Enfin, c'était aussi parce que je trouvais ça intéressant dans mon objectif à moi. Ok, donc c'est vraiment une histoire de choix et puis de faire avec ce qui nous semble le plus confortable. En termes de fréquence, du coup, Marine nous demande à quelle fréquence vous organisez ça. Par semaine, alors que toi, Geneviève, c'était du coup tous les jours. Du coup, c'est tous les jours puisque je fonctionne en tout petit atelier et voilà. Après, il faut clarifier quand même de toute façon, je pense, que ça fonctionne. Oui. Alors, il y a Lily. Jean-Charles, vas-y si tu veux réagir. Oui, je voulais juste signaler que comme enseignant en maternelle, on sait que la plupart des apprentissages ont besoin d'être faits et refaits, qu'il faut s'habituer. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des rituels à l'école maternelle, etc. Hein. Et donc, il y a un besoin de répétition. C'est-à-dire que si on se dit on va faire ça une fois par mois, non, l'enfant, il a besoin d'une fréquence plus grande et en général, l'idée, c'est plutôt une fois par semaine parce que c'est à ça que revient ce que dit Geneviève, c'est-à-dire que le petit groupe, il aura à nouveau la philosophie la semaine suivante, à part dans ce moment de réunion collective en fin de semaine. Donc, voilà, hein, l'idée à garder, c'est à peu près ça, une fois par semaine. Voilà, ça me paraît bien et intéressant et permettre à l'enfant de progresser, voilà, et de s'habituer surtout. Okay. Karine nous dit qu'elle, pour ce qui la concerne, c'est une fois par semaine pendant 20 minutes avec 10 minutes d'échange. Et Linda nous demande si un atelier philo peut être animé par un ATSEM ou pas. Alors, moi, à titre personnel, je me dis c'est surprenant juste parce que ce qui fait la différence entre l'ATSEM et l'enseignant dans une classe, c'est que l'enseignant, c'est un spécialiste de la pédagogie. Et c'est quand même une activité assez complexe à mener, non pas que les ATSEM soient bêtes, c'est pas du tout la question, mais c'est très peu ce qu'ils auront pu rencontrer quand ils auront eu un peu de formation, s'ils en ont eu. Donc, je me dis c'est un petit peu surprenant, mais peut-être qu'il y a des cas d'ATSEM où on se dirait bon là il y a peut-être quelque chose qui est tentable, mais à mon avis c'est plus du ressort justement de ce qui fait la spécificité de l'enseignant pour moi. Hein, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression quand même. Hein, on est sur des types de relance, ce que disent les collègues, hein, et comment on relance, etc. Donc et ça fait partie de nos maîtrises professionnelles, qui sont déjà difficiles parce que ce n'est pas une activité qui nous était habituelle, tout simplement, et qu'on n'a pas pratiqué quand on était enfant. Donc, voilà, je me dis, c'est un petit peu surprenant. Et, voilà. D'ailleurs, nous avions beaucoup réfléchi avec Claire au comment relancer, parce qu'on était confrontés lors des échanges entre les enfants. On ne savait pas trop comment relancer, en fait. Et là, c'est l'échange avec Jean-Charles qui nous a permis de bien nous poser et de trouver
de noter des relances. Ok. Bah ouais, ça, on en verra quelques exemples tout à l'heure. Non, Il y a excusez-moi, Marie qui pose... ah oui, est-ce que je Oui. peux juste intervenir par rapport à ça, par rapport à la relance ou alors nous, Alors, on y reviendra ah tout oui, à l'heure, d'accord, Karine. très bien, On reviendra d'accord. tout à l'heure. Donc, gardez en tête ce que vous avez, comme ça on y réagira au moment des relances. Avant, parce que là, on a parlé de contexte et d'organisation, il y a une question qui me semble intéressante, c'était celle de Marie, qui nous disait, en fait, est-ce qu'on peut définir ce qu'est un atelier philo concrètement, en fait, c'est quoi? Et je pense que c'est aussi en liaison, peut-être Jean-Charles, avec les thèmes en fait à aborder. Qu'est-ce qu'on aborde en fait avec des maternelles comme thème quand on parle de philosophie? Alors, d'une part, donc il y a des thèmes. Alors les thèmes, ça va être des grands thèmes accessibles qui vont les intéresser, hein, l'amitié, le fait de grandir, la peur, hein, on entendait tout à l'heure cet atelier où les enfants vont exprimer leur peur, le fait d'être amoureux, voilà, on a des entrées qui sont des entrées assez classiques et qui les touchent, bien même si ils sont pas directement dans la question dans leur propre vie, hein, du quotidien, on sera sur ce genre de thème. Mais ce qui fera aussi l'atelier philo, c'est quand même aussi des éléments en dehors des thématiques, hein, sur le fait qu'on va viser une pensée qui se complexifie, hein, même si ils sont très petits, hein, grâce à des relances qui vont les amener à examiner, à élargir leur point de vue ou à commencer à examiner si ce qu'ils disent serait finalement toujours vrai, si ça serait vrai pour tout le monde, si voilà, hein, on est sur des caractéristiques comme ça de ce type d'atelier, voilà. Donc en termes de thématiques, Claire, Geneviève, oui, il y a eu des thématiques qui ont très très bien fonctionné chez vous, celles auxquelles vous avez le plus de souvenirs. La peur a très bien fonctionné. Être amoureux, c'est quelque chose qui les touchait. Voilà. Claire, tu as quelque chose à rajouter? Bon, être heureux aussi, parce que c'est être heureux, ça nous a aussi grandir. Alors Claire, on t'entend très mal, donc je ne sais pas s'il y a une question de micro ou quoi, c'est bizarre parce qu'on a fait des tests avant et ça marche oui, tout à l'heure, plutôt bien. Bien, alors je change. Ouais, j'ouvre la porte, on ne sait jamais. Quand tu te rapproches, en tout cas, ça marche. Pendant que tu testes, il y a Natacha qui demande c'est quoi l'activité en fait qui permet de démarrer l'échange? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, je crois qu'avec les petits philosophes, il y a quelque chose qui est proposé. Vous avez des choses? Il y a plusieurs supports en fait. Il y a soit un poster, soit un dessin animé, soit juste sans rien. C'est trois entrées possibles. Et avec Geneviève, on choisit pas forcément la même entrée. Et puis d'ailleurs, dans l'année, on change aussi l'entrée possible. Moi, je trouvais que la fiche était intéressante parce que tout le monde parle, mais on reste beaucoup sur du descriptif. Parce qu'il décrit ce qu'il voit sur la fiche. On a à parler. Vous entendez? Non. Non. Claire, Ouais, tu te rapproches, je pense. Rien. Je ne sais pas si c'est la connexion ou le son. Ouais. Alors, je disais, oui, quand on rentre par la fiche, du coup, c'est attrayant pour les enfants, mais moi, des fois, je l'ai enlevé parce que je ne suis plus rentrée par la fiche parce qu'on restait dans du descriptif. Ce qu'ils voyaient sur la fiche, pas la question générale, qu'est-ce que c'est être heureux ou qu'est-ce que c'est avoir peur. Et pour moi, le dessin animé, du coup, comme ça racontait une histoire et des échanges entre les petits personnages et les petits philosophes, là, ils étaient plus dans le sens que sur la forme. Voilà. Donc j'ai privilégié dans un second temps plutôt l'entrée par le dessin animé. Et des fois, j'ai fait sans rien du tout, juste comme ça, sans support, qu'est-ce qui sortait du même. Et après, on voyait soit le dessin animé, soit la fiche. On t'entend très 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 robotique, donc j'ai essayé de synthétiser ce que j'ai compris entre les lignes. Pour résumer, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, il y a un poster, des dessins animés qui permettent de lancer. Et Claire nous disait que elle avait alterné une fois sur l'autre et que je crois que le dessin animé lui semblait être un bon démarrage en termes de visionnage. Je ne sais pas si Geneviève, toi, tu peux compléter. Oui, c'est tout à fait ça.
Donc, on peut donc entrer tout ça. On peut également entrer par un objet, hein. Une fois, j'ai sorti la pendule de la classe, hein, puisque l'année dernière, lorsque on préparait le congrès à GEM, on travaillait sur le temps. Donc, on peut partir sur également un objet, hein, qui peut amener à se questionner et tout simplement poser une question. À savoir quand même que, comme disait Claire, l'affiche, il reste dans le descriptif, donc il va falloir apprendre à basculer un peu sur autre chose. C'est un peu pareil pour le dessin animé en fait, hein, mais ça se construit au long de l'année. Au début, il reste sur j'ai vu ça, voilà, et peu à peu, on apprend à basculer. Mais tout ça, en fin de compte, on apprend. Lorsque moi, je me suis trouvée dans les premières séances, je me suis trouvée un petit peu dans le cas des PES, hein, qui commençaient leur métier. Et moi, au début, j'étais déboussolée. Voilà. Donc là, Jean-Charles nous a aidés, en fin de compte, en nous disant, il faut du bon sens. Et à partir de là, ça a décoincé les choses, en fait. Ok. Je pense qu'il y a une règle de la pédagogie qui est que chaque support a son avantage et cet avantage, c'est aussi son inconvénient. Voilà. Hein, donc, c'est comme le bâton de parole, ça structure, ça organise, et le risque, c'est que ça coupe les échanges. Bon, ben voilà. Et il n'y a pas de bonne solution, il n'y a jamais une super bonne solution, sinon mon métier de formateur serait très simple, j'aurais qu'à dire ce qu'il faut faire, point à la ligne, et ça serait très simple. Mais en fait, non, il y a des choix, et c'est vrai que si on a un support qui permet des descriptions, du coup, ça va permettre à des enfants de s'exprimer, et des très petits, en décrivant, ça sera parfois plus facile que de dire ce qu'on pense au début, mais en même temps, ça risque de les enfermer dans cette description. Voilà, donc il y aura cet avantage de pouvoir permettre de la parole et l'inconvénient de risquer que ça soit plus compliqué de basculer, comme le disait Geneviève. Bon, ils vont s'y habituer. Et d'autres techniques qui consisteraient à donner un mot ou va avoir l'avantage des fois d'ouvrir les choses, mais peut-être de moins facilité pour certains enfants. Ça dépend. Et donc, on peut aussi évoluer dans ces pratiques et avoir un même genre de support pendant un certain temps et après changer en les avertissant voilà, qu'on change parce qu'ils ont besoin de l'habitude, mais aussi ça peut être intéressant des fois de changer tout simplement, hein, comme le disait Geneviève. Il y a la littérature pour enfants quand même, qui est une entrée très, 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 très intéressante aussi. Hein, donc, voilà, tous les travaux d'Edwige autour de ça, voilà, c'est très, très riche. Ouais, il y a Fabienne dans le chat qui nous dit aussi qu'elle s'appuie sur des albums ou des œuvres d'art. Elle disait que ce matin, elle a utilisé Marianne Monroe de Andy Warhol pour le thème pareil, différent. Voilà, donc une autre façon de démarrer, démarrer un est-ce que, je ne sais pas si Jean-Charles ou je crois que Claire aussi, si jamais on t'entend mieux, est-ce que comment on fait? Est-ce que c'est les enfants qui choisissent leur thème? Est-ce que c'est nous qui choisissons? Comment on s'y prend? Alors, Claire, je ne sais pas si tu nous entends. Je ne sais pas si... Claire, vas-y si tu veux. Je peux essayer, mais je suis sûre. Vous m'entendez mieux ou pas? Ça dépend du moment, Claire. Oui. Je vais laisser la parole à Jean-Charles, alors ce sera plus agréable. Bon, je reviens à mon propos précédent, ce qui est l'avantage et l'inconvénient. C'est-à-dire que s'ils ont choisi le thème, ça peut être intéressant parce que du coup, ils sont impliqués dans le thème, puisque c'est quelque chose qui les touchait directement. L'inconvénient, c'est qu'ils sont impliqués. Donc, du coup, quand on est impliqué, c'est difficile de prendre de la distance. Même nous, parents, quand il s'agit de nos enfants, on a beaucoup de mal à voir ce qu'il faudrait décider parce que c'est les nôtres, alors que les enfants des autres, on voit assez bien ce qu'il faudrait que leurs parents fassent. Ben, voilà, c'est exactement pareil, sauf qu'ils sont tout petits, ces enfants. Et donc, ce qu'il va falloir faire, moi je crois que ça peut être un faux problème de se dire aussi je vais partir de quelque chose qui les intéressait directement, parce que ça peut avoir intéressé un enfant et pas forcément les autres. C'est pas parce qu'un enfant se pose une question que les autres se posent la même question. Donc, bon voilà. Et par ailleurs, moi ce que je pense par contre, c'est qu'il faut que ça soit un thème qui peut les concerner, qui peut les intéresser, voilà, qui est pas loin de leur monde. Hein. C'est pour ça que dans la littérature pour enfants, on a ce type d'entrée. C'est pour ça que dans des dessins animés, on est sur des histoires avec des choses qui les concernent, mais qui ne sont pas eux directement.
Ce qui fait que ça va permettre d'avoir ce type de distance qui est en même temps nécessaire. On n'est pas là pour faire de la psychologie non plus. Moi, je connais rien à la psychologie. Je vais faire un désastre si j'essaye de faire de l'expression de leur psychisme, de ce qui. Donc, voilà, je pense que c'est ce type d'entrée va leur permettre d'avoir un petit peu de distance, contrairement à si on est dans un problème qui les touche très directement, dont il faut parler aussi en classe, bien sûr, mais pas nécessairement dans l'atelier philo. Voilà. Okay. D'ailleurs, je crois que Geneviève… Oui, voilà, je voulais juste rappeler, tu disais également, Jean-Charles, lorsque ça nous touche trop de ne pas le faire. En classe, l'année dernière, les enfants m'ont demandé, c'était vraiment une activité que l'on faisait rituellement, et au bout d'un moment, ils m'ont demandé, maîtresse, on veut parler de la mort. Voilà. Et en fait, c'est moi qui coinçais, et j'ai utilisé les petits philosophes sur la mort, mais c'était assez compliqué. J'ai fait une séance et puis j'ai laissé tomber. Bon, les enfants, une fois qu'ils ont dit, bah oui, quand on est mort, on fait plus pipi, on fait plus caca, bon, etc. Pour certains, c'était fini. Mais là, Jean-Charles, tu disais, quand on ne le sent pas, ne pas le faire, en fin de compte. Moi, je crois, ça c'est une règle globale de la pédagogie aussi, c'est-à-dire de se dire, en pédagogie, quand on fait quelque chose qu'on pense qu'il ne faut pas faire, ça ne marche pas en principe. Donc là, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que, par exemple, des questions comme la mort, on peut avoir des périodes, nous, d'adultes, où c'est une question très difficile à aborder. On n'est pas là pour faire de la thérapie de groupe et de mettre les enfants dans nos problèmes. Et on n'est pas là non plus pour souffrir. Et je pense donc que pour se lancer, il faut aussi partir sur des choses qui nous semblent plutôt agréables, où on a envie d'entendre les enfants, où on a envie et qui peuvent les motiver. Les deux se combinent. Et pas dans tel ou tel sujet qui nous paraît trop compliqué ou qui nous fait souffrir, tout simplement. On peut souffrir sur les sujets philo la philosophie aborde des questions difficiles pour l'existence de l'homme, donc enfin de l'humain, pas de l'homme simplement, de l'humain évidemment. Et donc, moi je pense qu'il faut se méfier de ça. Partons sur des sujets agréables, des sujets qui nous conviennent, qui nous intéressent. Et voilà, parce que ça nous donne envie de les écouter. Et je pense que les enfants adorent qu'on ait envie de les écouter. Voilà. Et Sophie et Cécile nous demandent est-ce qu'il faut, justement sur le choix du thème et peut-être sur la durée, est-ce qu'il faut rester plusieurs séances sur un même sujet et oui, combien de temps, combien de séances? En fait, ce que j'ai constaté de mon expérience, c'est que si je restais trop longtemps sur une même question, au début, à la fin, on n'avançait plus. Voilà. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que c'était plus simple pour moi de faire quelques séances sur un thème, par exemple, sur une question plutôt, et de passer à autre chose, quitte à y revenir plus tard. Voilà. Alors du coup, on a parlé de démarrer pour démarrer tout ce qui est échange. Après, pendant la discussion, je crois que Jean-Charles, il y a une question qui est quand même assez importante sur la posture qu'il faut adopter. En tout cas, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, surtout quand on anime un atelier philo. Est-ce qu'il y a des choses, des écarts à éviter? Alors, la philosophie, ce type d'activité avec les enfants, ça n'a pas que des gens qui sont d'accord. Ça ne provoque pas que l'accord, que le consensus général. Il y a des gens qui sont critiques par rapport à ça. Et je crois qu'il faut entendre ces critiques. Et une des critiques, c'est attention, on a un enseignant qui peut manipuler des enfants, qui peut les influencer, qui peut les amener à penser comme lui. Et je crois qu'on a raison de dire attention, attention, attention. Et donc, il va falloir apprendre à adopter une posture de neutralité par rapport aux propos qui sont dits. Des fois, ce n'est pas tout à fait simple. Il va falloir apprendre à faire attention à la façon dont on pose les questions, dont on manifeste
dont on se manifeste, dont on se donne à voir, en fait. Hein. Et bien involontairement, des fois, quand on est d'accord avec un propos, on va avoir tendance à dire oui, tiens, c'est intéressant. Est-ce que tout le monde a entendu? Et les enfants apprennent à décoder ça à l'école. Hein. Ils apprennent à décoder quelle est la bonne réponse, hein, celle qui est attendue par l'enseignant. Hein. Voilà. Donc là, il va falloir apprendre à maîtriser cela, et c'est sans doute le plus difficile, ne pas porter un jugement, hein, ou alors porter le même jugement en disant d'accord, j'ai compris, mais voyez, si je dis à un enfant ce que tu dis là, c'est très intéressant et que je ne l'ai pas dit aux autres, ben, ça veut dire quelque part que les autres, c'était pas terrible, et là, ça devient très intéressant. Donc, vous voyez, je suis en train de créer des marqueurs. Hein. Donc, voilà, ça, de mon point de vue, c'est sans doute le plus difficile, et je trouve que c'est bien qu'un enseignant ait ça en tête et se dise attention à ce que je suis en train de faire. Vous voyez, si à l'issue d'un débat, finalement, les enfants sont tous d'accord sur une position qui, comme par hasard, était la mienne, c'est qu'il y a eu un problème pendant l'échange. Hein. Donc, méfions-nous, méfions-nous. C'est un peu l'idée du règlement du début où en fait, il n'y a pas de bonne réponse, on le redit, chacun parle. Oui. Ouais. Claire me dit qu'il n'y a pas de bonne réponse, c'est ça, il faut le rappeler, c'est ça. Moi, je suis la traductrice de Claire. Je comprends entre les lignes. D'ailleurs, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Ouais. Pour compléter, il y a une petite illustration que je vais vous projeter, parce qu'il y a la question qu'on nous pose des relances, c'est-à-dire au fil de la conversation, comment on relance. Donc, je vais partager mon écran. Hop là. Il y a cette petite illustration, je ne sais pas si Geneviève ou Claire, vous souhaitez la commander. C'est vous qui l'avez faite, hein, toutes les deux. C'est relance. Mais Geneviève, je vais te laisser parler parce que… Alors oui, ce sont les relances que l'on a notées après avoir avoir eu des échanges avec Jean-Charles. Voilà, on s'est posé avec Claire et on a essayé de noter des réponses qui permettaient de relancer sans cependant interférer dans les propos des enfants. Voilà. Donc après, on avait mis un petit dessin, voilà, pour… Vous en avez des favorites dans le lot de toutes celles-là, de certaines où pour le coup ça vous facilitait vraiment la tâche? Non, vraiment, nous, c'est vraiment ce qui facilite, et le fait de dire ah bon, comme on fait dans les autres domaines, en fin de compte, le fait d'écouter, de montrer qu'on était bien à leur écoute, déjà va relancer l'enfant et les autres. Alors Jean-Charles, peut-être que tu veux rajouter, parce qu'en fait, tout ça, c'est parti de ce que toi, tu nous avais dit. Il y a des catégories là, dans les relances. Au processus de la pensée dont tu avais parlé, Jean-Charles, avec nous en visio, et puis après au congrès. Oui, alors, il y a des catégories. Bon, il y a des grandes catégories, hein, des relances qui servent à demander des arguments. Alors, un argument à un enfant de moyenne section, hein, lui demander d'expliquer, par exemple, ce qu'il veut dire, hein, d'expliquer ce qu'il veut dire. Il y a des relances qui vont aller vers le concept, mais concept en maternelle, ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui vont l'aider à comparer des mots, le sens de certains mots. Bon, voilà. Mais je voudrais rajouter… En dehors de ça, donc, il y a les problèmes, il y a les arguments, il y a des relances qui visent à problématiser, hein, et là, on en voit un certain nombre, problématiser en se demandant si c'est vrai pour tout le monde, ce qu'il est en train de dire, est-ce que c'est pareil pour les copains de la classe, etc., etc. Et puis des relances qui vont servir à lui permettre d'identifier des interprétations. Hein, et vous, si vous étiez à la place d'un tel, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire, etc. Mais moi, je voulais juste me décaler de ce qui est écrit pour dire qu'il y a aussi une façon de relancer, c'est le ton qu'on emploie. Et le ton, il est extrêmement important. C'est-à-dire que si un enfant dit, je sais pas, par exemple, hein, un adulte, ça fait ce que ça veut. Et moi, si je dis, un adulte, ça fait ce que ça veut. Ah, vous voyez, je suis en train de reprendre sa phrase et simplement j'ai changé le ton.
Je l'ai posé comme une question, comme quelque chose qui amènerait un doute, alors que lui le posait comme une affirmation. Ben, vous voyez, là, j'ai rien dit de plus que de changer le ton de façon à leur permettre de se réinterroger. Tiens, un adulte, ça fait ce que ça veut. Et puis quand ils ont donné des exemples qui montreraient qu'un adulte, ça fait pas ce que ça veut, hein, et ils en connaissent plein dès qu'ils sont petits, hein, de ces exemples, ben, je vais dire, ah bon, un adulte, ah j'ai compris, ça fait jamais ce que ça veut alors. Et vous voyez, hop, je relance et on rebascule. Ah mais non, il va falloir préciser. Voilà. Hein. Donc, c'est pour dire le ton et nos attitudes vont être aussi importantes. Par exemple, quand je fronce les sourcils, ils identifient très vite que ce que je suis en train de dire, ça peut poser un problème. Bon, mais pourquoi? Et du coup, ça va les conduire à parfois pouvoir réexaminer ce qu'ils sont en train de dire, hein, parce que c'est bizarre. Pourquoi la maîtresse ou le maître est-il en train de froncer les sourcils? Tiens, voilà. Donc, c'est une forme de jeu. Il y a une forme de jeu. Ça, c'est pour le coup, justement, Jean-Charles, sur la question des propos qui peuvent poser souci si jamais il y a un élève qui dit quelque chose, comment on réagit si c'est quelque chose qui est inapproprié? Bon, alors j'ai déjà dit qu'on ne pouvait pas le taper, donc là, c'est fichu. Hein. Non, je plaisante, bien sûr. Alors, d'abord, il y a des propos qui peuvent venir à contrevenir à la loi. Et lui, il faut aussi qu'il apprenne ça. C'est-à-dire que parfois, on peut lui faire un rappel à la loi. Que dit la loi dans notre pays, hein, voilà, ça ne veut pas dire que la loi, c'est la réponse à la question philosophique. Mais il a besoin aussi d'avoir ce type de point de repère. Un enfant, il a besoin de points de repère pour se construire, hein, quand même. Voilà. Alors, ce type de point de repère, des fois, on le fera sur le moment, et il y a des enseignants qui disent, moi, faut absolument, j'entends un propos qui, pour moi, là, est très compliqué à entendre dans ma position d'enseignant, et si des parents m'ont confié leurs enfants, c'est parce qu'ils pensent qu'à l'école, et j'ai une garantie que l'école républicaine me donne, hein, qu'un certain nombre de valeurs vont être transmises à l'école. Donc, c'est une des fonctions de l'école, bien sûr. Bon. Ce rappel à la loi, il peut aussi arriver à la fin de l'atelier philosophique. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, finalement, de laisser des enfants parler parce que ça leur permettait de développer un petit peu leur pensée, puis que souvent, en leur demandant, par exemple, d'identifier leur source, tiens, mais ça, comment tu le sais? Ah, ben, c'est papa qui me l'a dit, c'est maman qui me l'a dit, etc. Hein, tel propos raciste, moi, j'ai déjà entendu des choses comme ça. Puis, à la fin des échanges, l'atelier fini, là, examiner ce que dit la société par rapport aux questions qu'on vient de se poser. Alors, je ne le dirai pas comme ça avec des enfants très petits, hein, mais finalement, tiens, tout à l'heure, je ne sais pas, vous avez quelqu'un, ce propos-là a été, quelqu'un a dit ça, bon, cette chose-là, ça s'appelle un propos raciste, c'est interdit par la loi. Voilà, je vais donner ce type de cadrage, voilà. Ok, ça c'est pour les propos inappropriés. Je prends une question, on arrive à la fin de l'heure, du coup, il y a plein de questions intéressantes, du coup j'ai envie de toutes les prendre. Il y a Natacha qui demande, un peu en regard des propos inappropriés, si c'est des angoisses qui arrivent pendant le débat, comment on gère un enfant qui, voilà, il y a quelque chose thème qui l'a ému ou, Oui, alors, moi, je donne une partie, puis ça serait peut-être bien si Claire ou Geneviève aussi identifiait. Alors, une partie, ça pourrait être d'essayer de le sortir de son cas individuel. C'est-à-dire de dire, bon, par exemple, ça m'est arrivé, un enfant qui était triste parce qu'il se souvenait que son grand-père était décédé, je crois. Donc, on parlait du bonheur, et puis il a fait par opposition le malheur, et il a évoqué cette question-là. Et du coup, j'ai élargi, c'est-à-dire de dire, est-ce que finalement, lorsque quelqu'un meurt, ça nous rend toujours triste? Est-ce qu'une mort, ça nous rend toujours triste, hein? Et même si on peut être avoir une éducation très morale, on sait qu'il y a certaines morts, parfois, qui nous ont peut-être réjouis, on ne devrait pas, mais bon, peut-être qu'il y a des morts qui nous réjouissent. Je ne suis pas sûr que la mort d'Hitler ait attristé beaucoup de monde, par exemple. Hein, je prends le cas ultime, mais pour dire, bon, voilà. Hein. Et donc, élargir le propos.
des fois lui permettre aussi de pouvoir communiquer là-dessus, mais le groupe à ce moment-là, c'est peut-être pas le moment. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, écoute, si tu veux, on peut en parler tout à l'heure, et voilà, pour décaler un petit peu et pour ne pas lui le laisser s'effondrer complètement devant tout le monde. Hein, voilà, on pourrait dire, oui, mais il a peut-être besoin de le dire devant les autres. À nouveau, moi, je ne suis pas un psychologue, c'est pas mon métier. Je vais faire des bêtises là. Si je laisse trop un enfant avancer dans ce qui le touche, parce que je ne saurais pas gérer la situation. Et c'est pour ça que des fois, on va lui permettre d'en parler, mais peut-être dans un temps décalé. Il pourrait aussi y avoir des enfants qui évoquent des choses qui sont gravissimes, hein, le concernant. Hein. Et là, pareil, c'est peut-être pas le lieu devant les autres de le faire, mais il a peut-être besoin d'être entendu. Et du coup, il faut pas que je néglige en disant, bah, écoute, tant pis pour toi, finalement. Voilà. Donc, je vais le rassurer. Et puis moi-même, si je suis déstabilisé, et ça peut m'arriver, ben, je pense qu'il n'y a pas de honte des fois à arrêter un atelier. Hein. C'est pas un drame. De la même façon que s'il y avait une question de sécurité ou de je ne sais pas trop quoi, on arrête une activité qu'on pratiquait parce que notre bon sens nous dit non, là, il faut pas aller plus loin. Ben, je crois qu'il n'y a pas de honte à faire ça. Et je pense qu'on est plus professionnel le jour où on arrête parce qu'on est en train parce qu'on va faire quelque chose qui poserait souci que de vouloir à toute force continuer parce qu'on avait dit qu'on ferait l'atelier puis qu'il faut le finir, quoi. Moi, je me méfie du jusqu'au boutisme. Non, il faut être raisonnable et voilà, savoir arrêter. Et comment il faut savoir arrêter un atelier où finalement qui ne marcherait pas, faut savoir arrêter. Voilà. Et puis prendre le temps d'y réfléchir. Voilà. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, mais bon. On déborde un petit peu pour ceux qui peuvent rester avec nous. On a 2 petites questions importantes à traiter. Et puis après, ceux qui peuvent nous quitter, on vous remercie d'avoir participé. Il y avait la question, je prends la question de Julia au passage, puisqu'elle va dans le sens de la question que je voulais poser. C'était que répondre aux parents, puisque la communication avec les parents peut-être est un point important. Je ne sais pas si Geneviève et Claire, vous avez communiqué en amont aux parents pour leur expliquer ce que vous allez faire? Oui, moi je les ai prévenus que ça pouvait éventuellement arriver dans les familles des questions un peu déstabilisantes pour eux. Donc je les ai prévenus qu'il y aurait des ateliers philo et même je leur ai demandé des fois de savoir ce qui se passait à la maison pour voir s'il y avait des choses qui sortaient de l'école. Ok. Et Geneviève, toi aussi, tu t'as Alors prévenu? oui, moi aussi, je les ai prévenus lors de la réunion de rentrée, parce que c'est vrai, comme le dit Claire, hein, je me souviens l'année dernière, lorsqu'on parlait de qu'est-ce qu'un ami, les enfants n'avaient pas de réponse, donc on voyait bien que c'était compliqué pour qu'ils trouvent une définition, enfin qu'ils répondent à la question. Et il voulait poser la question aux grandes sections donc, de l'autre classe. Et le soir, j'ai vu l'enfant qui est allé trouver sa maman en lui disant « Maman, qu'est-ce que c'est qu'un ami ?» Et là, la maman m'a regardé avec des grands yeux. Et donc, c'est vrai ce que dit Claire, il peut y avoir des questions déstabilisantes pour les parents. Donc, autant les prévenir à l'avance, en fin de compte. Est-ce qu'on a des éléments de réponse pour des parents qui éventuellement nous diraient que ils trouvent ça un petit peu trop tôt et qui reprochent le fait de se lancer là-dedans? Est-ce qu'il y a des éléments de réponse à leur donner? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut d'abord écouter. Écoutons les parents. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est quoi trop tôt? Quelles inquiétudes ont-ils? Parce que quand ils disent ça, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Je pense que c'est toujours important, et on nous demande dans notre métier d'être à l'écoute pour comprendre. Donc, s'interroger, qu'est-ce qu'ils veulent dire en disant que c'est trop tôt? Ah oui, parce qu'ils ont peut-être peur qu'on aborde telle et telle problématique, parce ils ont peut-être des souvenirs de la philo en terminale, ils se disent, qu'est-ce qu'ils vont faire à mes enfants, etc. Donc, les écouter va nous permettre aussi de leur expliquer le type d'activité que l'on fait, c'est-à-dire on est dans une activité d'échange, on est dans une activité où on va simplement commencer à examiner les choses, et peut-être que ce qui sera intéressant, c'est aussi de les aider à mieux positionner ce qu'eux peuvent faire. Parce que moi, quand je suis devenu parent, par exemple, je croyais qu'il fallait que j'ai toujours toutes les réponses aux questions que me posaient mes enfants, sans m'interroger sur la nature réelle des questions qu'ils me posaient, et sans finalement comprendre que je pouvais des fois manifester à mes enfants qu'il me fallait du temps pour réfléchir,
qu'on pouvait échanger dessus, que j'avais pas nécessairement toujours la réponse à toutes les questions, etc. Et ça, je l'ai compris en faisant de la philo pour enfants. Ça a modifié ma façon de réfléchir avec les enfants. Hein. Et donc, qu'un parent puisse entendre que il peut être un très bon parent sans nécessairement toujours avoir la réponse à tout, eh bien, je pense que c'est bien. Et de lui dire, mais quand un enfant vous pose une question, vous pouvez d'abord chercher à comprendre la question, d'où elle vient, pourquoi il la pose, qu'est-ce qui l'a interpellé, eh bien, tout ça va l'aider à engager une réflexion dans des moments, pas à n'importe quel moment, mais dans des moments comme ça, un peu particuliers. Et là, à nouveau, on aura des pistes dans les petits philosophes, où il y a des choses qui sont proposées aussi aux parents. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un support qui peut servir à la fois en classe, mais aussi à la maison. On a commencé avec des paroles d'enfants. Pour terminer, pour ceux qui sont toujours avec nous, je vous propose de terminer avec également des productions d'enfants. C'est les traces en fait que Claire et Geneviève ont collectées. Alors c'est quelques exemples, hein, évidemment il n'y a pas tout. Je ne sais pas si vous voulez les commenter rapidement. Pour toi Claire, ça c'était suite à un atelier qui s'appelait Être amis. Donc c'est à partir d'une illustration. Comment ça fonctionne du coup comment tu as utilisé ça? Enfin, pour répondre à la question sur le thème, moi j'y passais à peu près 3 séances. C'était sur la 3e séance. C'est du passage individuel au dessin de ce qui a été dit sur les 2 premières séances. Et moi, je faisais une dictée à l'adulte de chaque enfant sur ce qu'il répondait à la question individuellement. Donc, c'était plus en fin de thème. Et, en fin de thème, d'accord. Animé ou le poster, voilà. Et okay. Par exemple, en moyenne section, il y a des productions de grands, voilà. Et d'abord, ils disaient l'idée du chanson, ils partaient de l'idée du petit cochon. Et après, ils disaient leur idée à eux, par exemple. Mais là, j'ai bricolé ça, mais bon, voilà, après, il y a plusieurs possibilités pour faire une trace à la fin. D'ailleurs, j'en profite, ça peut répondre à la question d'Aileen qui demandait comment faire avec un élève qui ne participe pas du tout pendant les moments philo. Justement, peut-être cette trace individuelle. Oui, c'est une occasion où on peut, pour les petits parleurs, passer plus de temps avec eux. Après, des fois, il faut accepter qu'ils ont peut-être très peu de choses à dire. Ils ont quand même entendu des choses et peut-être que sur un autre thème, ils sont plus à l'aise. Moi, j'ai vu des vraies différences sur les thèmes avec des enfants notamment des petits parleurs, qui à un moment donné se débloquent et vont parler un petit peu plus. Ça peut arriver. Ok. Alors, ça, c'était pour toi, Claire. Et pour Geneviève, j'ai mis l'exemple d'un extrait pour être amoureux. Donc, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Il y avait à la fois toi, ta trace, puisque tu notais les idées qui avaient émergé pendant l'atelier juste après, c'est ça? Oui. Et mais d'ailleurs, au début, je notais pendant l'atelier, et ça, c'est vraiment très compliqué, parce qu'en fait, quand on note, on ne les écoute plus. Donc, comme moi, je fais mon atelier finalement peu de temps avant l'interclasse, ça me permet à l'interclasse de tout renoter tant que c'est encore en tête, de tout préparer pour la représentation de l'après-midi. Voilà. D'accord. Et donc l'après-midi, c'est là où il faisait ce dessin, c'est ça, voilà. Individuel. Et où après, ils me rappelaient ce qu'ils avaient voulu représenter. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup à tous les trois pour ce temps. Merci à ceux qui sont restés avec nous. On a un petit peu débordé sur 10 minutes. Peut-on revoir les autres traces? Est-ce que Claire et Geneviève, avant de vous quitter, vous accepteriez qu'on partage vos traces dans la bibliothèque de One ou pas? Ou c'est confidentiel? On pourra peut-être en discuter ensemble, mais on a des questions dans le chat pour revoir ces traces à tête reposée. Oui. Moi, ça ne me dérange pas. Après, non, moi non plus. Si c'est des enfants, je ne sais pas trop au niveau légal. On peut peut-être blancoter les prénoms. Juste mettre moyen. Oui, voilà, on peut copier les prénoms, oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est mieux d'enlever tout ce qui est nominatif. Ok, bon, je dis au passage, pour ceux qui sont du coup sur One, donc vous retrouverez ça dans la bibliothèque de One, et pour tous les autres, il y aura le replay qui sera à disposition sur la chaîne YouTube. Vous recevrez tout ça par mail, comme vous avez reçu la confirmation d'inscription. Jean-Charles, Claire, Geneviève, merci beaucoup. C'était passionnant. Est-ce que je peux me permettre? J'aurais voulu dédier cette émission à mes petits-enfants. Mon petit Léon et ma petite Attal, voilà, à qui je fais des gros bisous.
Voilà. Bonjour Léon, bonjour Attal. C'était pas prévu. Puis, non, mais c'est très bien. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir participé et puis à bientôt sur une prochaine masterclass. Et puis très, très bonne journée mondiale de la FIO et bon courage à ceux qui vont se lancer. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.